Bonjour Ben, Salut Sophia, ça va? très très bien et toi? Ça va très très bien, merci. Et bon, bienvenue à tout le monde à Radio Vintuber. Et maintenant, on commence avec notre nouveau logo. Je Ouais, suis contente avec ça. Et je m'appelle Sophia Ornelas, je suis physicien et prochainement chocolatière. Et je suis avec... avec Benjamin, artisan chocolatier de la fève à la tablette pour la chocolaterie du Nouveau Monde à Najac. Et d'ailleurs, on a profité de ce beau temps pour sortir dehors et vous présenter ce cadre idyllique qui est dans la forêt de Najac. Voilà. Oui, c'est vraiment même pas 10 minutes de la chocolaterie et marchande. Oui, on profite maintenant que ça commence les printemps, l'été, pour vous amener autre part. Voilà, donc aujourd'hui, on va sortir de la chocolaterie pour aller sur les salons. Donc ça va être le thème du jour. Exactement. Oui, on va parler un peu sur les salons, des petites recommandations pour les participants, pour les clients qui vont aller aux différents salons, quoi chercher, comment se préparer, pourquoi c'est important, et les différents salons qu'on va retrouver. Tout à fait. Voilà, donc on va essayer de faire le tour et d'être complet pour à la fois donner des clés aux artisans et aussi aux visiteurs de salon. Voilà. Exactement. Bon, on se lance. Allez, c'est parti. Et bon, déjà, moi j'aimerais qu'on parle un peu sur pourquoi c'est bien pour un artisan ou pour un gros producteur de sortir de chez eux et aller vers les salons. Alors, ça va changer beaucoup dépendant de la taille de l'entreprise. Peut-être une petite entreprise, ça va être quelque chose de super important pour le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu penses? Eh ben, c'est en fait tout à fait. Les salons, il y a plein de tailles de salons, il y a plein de types de salons aussi. Donc, Mhm. en fait, je trouve que selon l'entreprise où elle en est, ben, elle va peut-être pas aller chercher les mêmes points, les mêmes salons, les mêmes événements pour se faire connaître et pour vendre. Et donc, moi, je te propose d'un peu partir de la base en tant que Oui, petit artisan quand on démarre. Admettons demain, moi, vous êtes chocolatier ou chocolatière et que vous démarrez. Moi, je vous recommanderais vraiment d'aller sur les salons, surtout en local. En fait, mm, moi, c'est ce que j'ai fait dans le parcours. Ça m'a bien réussi parce que au début, il faut se faire connaître. Et c'est vraiment le meilleur endroit pour justement aller trouver des nouveaux clients, faire des rencontres, même professionnelles, des partenariats, des choses comme ça. Et mhm. donc, vraiment des moments où on va faire vraiment plein de rencontres, présenter nos produits à des nouvelles personnes, etc. Donc c'est hyper important que de sortir de sa boutique, tout à fait. Oui, tout à fait. Et bon, déjà, tu disais que c'est important d'aller à quelques types de salons. En fait, pour être efficace, parce Mhm. qu'on peut en faire plein des salons, il y en a partout en France, même à travers le monde. On en parlera, on va Exactement. extrapoler. Mais par exemple, nous, en démarrant à Najac, j'ai commencé par des petits salons autour de chez moi, justement pour aller toucher des clients qui vont derrière pouvoir venir me rendre visite. Si je fais un salon à l'autre bout de la France, je vais pas avoir de retour sur investissement parce que voilà, ça a un coût aussi. Enfin, ça Exactement. fonctionne un peu, mais Exactement. en fait, c'est qu'un petit salon près de chez soi, il va être assez peu cher. On aura peu de frais de déplacement pour y participer et on aura un meilleur retour sur investissement en commençant petit et local. Et moi, je trouve que c'est très important ici de parler de que l'objectif, c'est justement, oui, faire un chiffre d'affaires, mais comme tu dis, c'est faire connaître. Ouais. Et ça veut dire, on veut gagner des clients. Et si on veut gagner des clients, on va pas trouver quelqu'un qui va venir nous chercher si on est un tout petit artisan de l'autre coin de la France. Mm. Mais il faut très bien se préparer pour les salons, déjà en pensant comment je vais faire pour les clients que j'ai rencontrés, les faire revenir chez moi. Alors déjà pour un salon, moi je dirais que c'est très important de se préparer avant le salon, pendant le salon et après le salon, travailler pour retenir ses clients, Oui. pour se faire connaître, travailler beaucoup avec les réseaux sociaux, comment on va faire pour les attraper et avoir travaillé tout qui va être les flyers, l'information qu'on va donner. Et qu'est-ce que tu fais, bon, qu'est-ce qu'on fait à la chocolaterie du Nouveau Monde normalement pour essayer de retenir ses clients, par Ouais. exemple. C'est des conseils qui m'ont été donnés que j'ai pas encore appliqués. Je trouve l'idée géniale, mais j'ai pas pris le temps de le faire. C'est par exemple de préparer
une façon de pouvoir récupérer les emails des Mhm. clients sur un salon. Donc trouver peut-être un jeu concours à proposer où les gens vont pouvoir participer, donner leurs contacts, ou alors voilà créer une je sais pas une remise sur avec Oui, un bon d'achat sur une commande sur le site internet, ou si les gens passent après dans la boutique si vous n'avez pas de site internet. Et c'est il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place pour en fait quand on va préparer en amont et quand on va être face aux clients sur le salon pour pouvoir donner du lien pour la suite. Parce oui, que c'est effectivement, important. l'énergie qu'on va dépenser à présenter nos produits, à faire goûter, etc. Il y a effectivement, on va faire une vente sur le moment du salon qui est Mhm. intéressante, dont on a besoin en général. Mais si derrière on peut gagner un client qui va revenir plusieurs fois au magasin, là, c'est tout est gagné, quoi. Voilà. Exactement. Et là-bas, justement, je vous mettrai la question dans la table de pourquoi faire un salon quand tout est déjà très grand, quand tout le Ouais. monde te connaît déjà. Pourquoi, quand tu es un gros chocolatier et tu es présent dans les supermarchés, ça serait quoi le but d'être dans un salon? Alors, Qu'est-ce que t'en penses? juste avant de répondre à cette Oui. question, je me disais déjà ce que nous on constate de fait de revenir sur un même salon Ah, ah, d'année en année. Tu vois, là, le oui. côté répétition, parce que là, les premiers salons que j'ai commencé, c'était il y a 4 ans. Donc ça fait, il y en a certains, j'y suis allé 4 fois Oui, oui. sur le même salon. Et ce qu'on voit aussi, c'est que on peut se dire, bah ça, après c'est plus efficace parce que c'est toujours les mêmes clients, on est toujours au même endroit, etc. Et en fait, non, ce que je vois, c'est que il y a des habitués qui prennent leur remarque et qui savent ils Oui. savent qu'ils vont nous retrouver à cet endroit-là Et une fois déjà par an. inviter les gens Voilà. qu'ils connaissent. Ah, il y a toujours ces chocolatiers que j'adore. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, ils nous amènent des nouveaux clients et Oui, finalement, on n'a pas fini d'explorer ce potentiel-là du salon. Donc c'est quand même intéressant de persister et d'y aller surtout si une première année a bien marché. oui. Ça veut dire que le produit plaît, on vend quelque chose qui fonctionne. Donc c'est bien de revenir pour encourager cette dynamique-là. Et maintenant que tu parles sur ça, je crois que c'est très important aussi d'aller dans les bons salons. C'est pas parce que il n'y a pas de chocolatière que je vais m'apparaître dans un salon, je sais pas, des livres. Ouais. Si les gens sont en train de chercher des livres, peut-être qu'ils vont pas tout à fait chercher du chocolat. Mais par contre, si je suis une petite chocolatière, pas beaucoup de monde me connaît, et je vais à un grand salon de chocolat, peut-être qu'il va y avoir trop de concurrence. Ouais. Alors déjà, moi, je crois que c'est important d'évaluer tous les types de festivals, de salons, de marchés qu'on retrouve et à l'avance choisir à quel salon on va aller. Parce que quand on est petit, on se dit, ah, je vais aller tout le temps partout. Et après, on ramène beaucoup de matériel et que parfois ça peut être très fragile, comme le chocolat avec l'exposition et ça pourrait présenter une grosse perte aussi Ouais. pour l'artisan. Il y a effectivement, ce qui va coûter, plus le salon est gros en général, plus il est cher. On n'a pas encore parlé du ticket d'entrée Mhm. pour un emplacement de salon. Et ça peut vraiment montrer très fort, avec le plus cher étant le salon de Paris du chocolat. Tu sais combien ça coûte un emplacement? Bah, de mémoire, pour avoir une place correcte, c'est minimum 3 000 à 4 000 euros. Et c'est juste la place. Juste la Ah. place. Ouais, là, après, il va y avoir tous les frais que ça va. Oui. Parce que Paris, c'est vraiment cher pour se loger. Et c'est un salon qui dure 5 jours. Donc c'est très prenant. Et pour amortir tous ces frais-là, il faut vendre vraiment beaucoup de chocolat. Et comme tu dis, en fait, c'est un moment où il y a vraiment beaucoup de concurrence aussi sur les mêmes produits. Et donc les gens vont juste acheter des petits produits pour goûter un peu le maximum d'artisans. Donc Mhm. c'est vraiment pas évident le salon de Paris pour être rentable, on va dire. Par contre, en termes de visibilité, c'est un Mhm. salon qui est très médiatisé où il y a une clientèle internationale. Après, ça dépend des objectifs. En fait, quand on fait un salon, on va se poser des objectifs et on va se dire, bah voilà, est-ce que je veux chercher une rentabilité forte à court terme, ou Mhm. alors je veux travailler ma notoriété à long terme. Justement, les gros euh, les gros chocolatiers qui sont déjà très connus, etc. Je pense que s'ils vont sur des salons internationaux comme celui de Paris, Il se donne un nom. voilà, c'est vraiment pour l'image de marque en fait, quoi. C'est Mhm. eux, je pense pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur le moment, voire ils en perdent, mais ils travaillent leur image de marque en profondeur sur être vus par plein de gens et être acteurs du mouvement du chocolat. Oui, oui, oui.
Et déjà, comme tu dis, dans les salons de Paris, qu'il y a beaucoup de choses autour du chocolat, mais même les fashion shows de Paris, c'est quelque chose qui peut-être c'est pas quelque chose assez technique pour les chocolatières, mais c'est très attractif pour les gens. Alors, pour beaucoup de chocolatières qui vont faire des sculptures, tu vas pas vendre cette sculpture, mais peut-être qu'après, il va y avoir des gens de tout autour du monde qui vont venir te demander une sculpture, une seule sculpture, tu vas pouvoir regagner à l'arrière et tout que tu as dépensé pour gagner ce nom. Ouais. Donc tu parlais du défilé de robes, par exemple, Oui. c'est ça, ouais, en Ouais, chocolat. Ouais. exactement. Voilà, il y a le défilé. En fait, c'est un moment de mise en avant. Après, ça peut payer, ça peut ne pas payer. Je connais des chocolatiers Bean to Bar qui ont fait des très beaux contrats après, aller à l'international avec le Japon. Je pensais à Asna. Et parce que voilà, ça leur a permis de rencontrer cette clientèle-là. Et s'ils l'avaient pas fait, ils n'auraient pas eu ces opportunités. Mais il y a d'autres chocolatiers aussi de l'association Bean to Bar France qui se sont un peu cassés les dents sur le salon parce que ça n'a pas débouché sur des opportunités. Donc c'est un un peu qui risque. tout double. Ouais, c'est un risque. Voilà. En fait, il faut lui imaginer qu'un salon, quand on y va, il faut être prêt à tout perdre, en une certaine façon. Pour déjà. Ouais. Tous les produits, s'il fait trop chaud ces journées-là. Après, justement, il y a des saisons, des saisons des salons Oui. de chocolat et des saisons où il faut sortir et d'autres où il vaut mieux pas sortir. Effectivement, l'été, nous, par exemple, on sort pas. On sort plus. En tout cas, on a essayé. On a eu de la perte. C'est compliqué à vendre même si on a mettons des vitrines réfrigérées. Parce que les gens qui achètent, ils vont savoir que ça va arriver jusqu'à la maison. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, la période des salons, elle démarre pour les chocolatiers, c'est plutôt à partir de l'automne jusqu'au printemps. Et Oui, puis la août, saison chaude, novembre surtout. ouais, c'est ça. Donc octobre, ça démarre en octobre. Si des fois il fait encore un peu chaud même. Et puis ensuite on a là un peu une pause parce qu'il y a Noël et puis ça reprend en février, mars, avril. Là on a aussi pas mal de salons. Voilà. Moi, je vais vous donner un peu aussi la vision sur des salons au festival qui sont très importants de façon internationale. Et ça va être les festivals du cacao et chocolat dans les pays producteurs. Et que justement, je trouve que c'est une opportunité très intéressante pour les vintubars, spécifiquement, d'aller peut-être se présenter, mais surtout aller regarder les producteurs parce que c'est une grosse opportunité pour trouver peut-être des contrats à futur et évaluer différents types de cacao, mais aussi connaître beaucoup d'innovations qui est en train de se faire autour des cacao, qui peut-être pas que chocolat. Parfois, tu retrouves de différentes variétés de cacao et dans ces salons, normalement, il fait très chaud toute l'année. Mais pour la même raison, c'est une façon de consommer des chocolats d'une façon très différente. D'accord. Oui, moi je crois que c'est très intéressant. Je recommande beaucoup d'aller voir. Oui. Ça me fait penser que par exemple, la force du salon du chocolat de Paris, par exemple, qui est le plus connu, un des plus puissants, il y a aussi toute la partie professionnelle. Moi, par exemple, j'y suis allé que en visiteur, en tant que professionnel visiteur. Et en fait, il y a un espace dédié pour les machines, donc ça nous permet de découvrir des fabricants de machines, des vendeurs de packaging un petit peu. Et aussi rencontrer des producteurs parce que même au salon de Paris, ils invitent énormément de producteurs de pays qui sont mis à l'honneur, etc. Et donc on va pouvoir quand même tisser des contacts pro même sans forcément finalement avoir un soi-même un stand en fait et vendre. Oui, c'est intéressant ça. Et c'est cher à l'air comme visiteur professionnel? On peut trouver des places offertes par des exposants en fait. Il suffit de contacter. Vous avez repéré comment dire, un fabricant de machines et puis vous savez il va venir, vous le contactez. Lui il a des places qu'il peut offrir. Déjà, lui, il intéresse de vendre des machines, alors Ouais, c'est ça. probablement, Lui il invite les clients. tout gagnant, tout le Ouais, monde voilà. gagnant. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et voilà. Après, pour revenir à cette histoire des objectifs, quand on prépare un salon, parfois, des fois, il vaut mieux trouver. Ce qui est surprenant, c'est une petite fête de village. Je pense, nous, on fait la fête de la châtaigne à la Guépie, c'est un village à côté. Voilà, c'est une foire un peu extérieure. Ça draine énormément de monde.
la place, le prix est dérisoire, c'est 20 € la place. Et Et c'est proche déjà la voilà, logistique, c'est ça ça. ne serait pas très On part cher. le matin, on rentre le soir, c'est une journée et il y a plein de monde qui passe. On se fait connaître en local, on vend et finalement c'est une journée qui est rentable voilà tout de suite maintenant et en plus on développe sa clientèle en local quoi. Oui. Ça moi je trouve ça très efficace et après voilà bah, plus on va sur des gros salons et bah plus c'est cher et notamment nous notre plus gros c'est Toulouse, on l'a fait ensemble. Exactement. Qu'est-ce que tu as pensé? C'était très, très intéressant. Moi, j'ai trouvé génial comme expérience, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de mouvements dans les moments. Et je suis quelqu'un qui adore cette interaction avec les clients et c'est justement une opportunité de te faire connaître. Les gens qui sont dans les salons sont là-bas parce qu'ils ont curiosité, ils vont savoir plus et on a ramené toutes les machines qu'on utilise pour transformer les chocolats et ça permet d'éduquer, je trouve, les gens sur toute la transformation du chocolat. Et c'était incroyable quand on avait les gens qui se rapprochaient à goûter des choses et très, très nouveau pour eux. Et du cacao, du chocolat qui est en train de sortir de la machine, du chocolat pas conché. Ouais. C'est quelque chose de nouveau, mais ici, en France, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et ça ouvre beaucoup les yeux pour voir et goûter des choses complètement différentes. Ouais. Et oui, j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais c'est vrai que c'était des emails à l'avance qu'on devait commencer à planifier, séparer toute la production qu'on devait faire spécifiquement pour les salons, tout qu'on a considéré, on va ramener tant de ça, tant de ça, tant de ça, mais après, les produits qui se vendent le plus, c'est un autre, par exemple. Et que c'est là-bas que je trouve que c'est important qu'on en parle aussi, et comment évaluer après les salons, c'est lesquels nos produits plus forts pour continuer à les ramener dans les prochains salons. Ouais. Et déjà, comment est-ce que, surtout dans les commences, comment est-ce que tu faisais pour deviner quel produit on va vendre? Ben moi c'est un peu comme là pour le coup c'est vrai qu'il y a une grosse partie de vente pure comme en boutique un petit peu donc c'est vrai que j'ai commencé moi-même sans avoir de boutique sur le marché et puis et sur les salons et le truc c'est que bah on vend surtout ce qu'on aime le plus facilement. Oui. Donc nous on a des plaques gourmandes qu'on adore tous je crois. Et c'est déjà directement attractif à la. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on sait déjà que, voilà, donc en fait, finalement, un chocolatier, il sait un peu c'est quoi ses spécialités, ce qu'il vend plus facilement que d'autres. Donc, il y a déjà cette tendance habituelle de la chocolaterie qui sera tel produit parce qu'ils savent bien le faire. Et, Mais je crois que il y a quelque chose de clé que tu as dit. Les gens qui vont dans les salons, ils sont à la recherche de goûter plusieurs choses différentes. Même si c'est pas que du chocolat, ils vont acheter peut-être aussi un vin ou des crêpes ou je sais pas quoi. Et c'est très important d'avoir des produits de petits prix. oui, Parce que la plupart des gens vont vouloir, oui, 5 € ici, 10 € là-bas, mais justement, une boîte de bonbons de 50 €, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à vendre. Ouais. Ça arrive, mais déjà, on sait qu'on doit partir avec une petite quantité de ce type de produits. Ah ouais, t'as tout à fait raison. J'avais pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, effectivement, les petits prix, c'est sûr que ça, c'est ce qui va vraiment mieux marcher. Et c'est important justement d'avoir ce produit d'appel qu'on a. Oui. Qui va vraiment attirer. Ah ok, ouais, je sais que je peux débourser quelques euros et pouvoir goûter. Donc c'est ça. Et la consommation sur place aussi, je trouve que c'est très importante parce que peut-être que la personne va vouloir dépenser juste 2 € pour acheter un petit bonbon, mais pas les 6 € parce qu'il va dire, non, quand j'arrive à la maison, je vais m'oublier du salon. Et avec nous, les plats gourmands, je trouve que ça applique parce que les gens ouvrent, ils se cassent, c'est quelque chose qu'ils mangent direct et peut-être qu'ils vont acheter des choses à l'arrière pour des cadeaux ou pour plus tard. Mais la consommation directe, c'est quelque chose de très important aussi. Bah, la dégustation, on en revient à la dégustation, de faire goûter, c'est essentiel et de partager avec
sans limite, la passion qu'on a. Exactement, oui. Mais là, Mais c'est le moment de tout donner, quoi. On va juger. Je me rappelle une petite phrase que tout le monde disait en général au Mexique. Je m'imagine que ça existe partout. Mais pour pouvoir co- conquérir l'amour de quelqu'un, il faut le faire à travers du ventre. Il faut le faire et c'est quelque chose qui se disait beaucoup pour les femmes de ah il faut que tu cuisines pour lui. Mais franchement c'est quelque chose qui a très bien marché pour moi aussi. Moi j'ai tombé amoureuse parce que quelqu'un me cuisine très très bien. Alors moi je trouve que quand on a un produit qu'on adore, on va arriver à faire tomber quelqu'un amoureuse de ce produit s'il le goûte avant. Plus toute la passion qu'on y met, c'est tout à fait ça, effectivement. Et donc ça, la dégustation, c'est inévitable. Après, ça se gère aussi parce qu'on pourrait, mettons, le risque, ça serait de mettre vraiment en avant le produit et que les gens puissent librement venir piquer dedans, enfin piquer, se servir. Et là, ça peut vite partir. Oui, oui. Moi, j'aime la dégustation ou qui est accompagnée de les gens viennent. Information. Et voilà, c'est ça. Et on commence la discussion. Ah, ok. Et personnaliser la dégustation en fonction de leur goût et d'accompagner vraiment des explications. Ça, c'est génial. Et dans les salons de Toulouse, comme décoration, un peu, on a mis des fèves de cacao à la vente. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour commencer la curiosité des gens. Mais je trouvais très rigolo parce que quand c'était une dégustation accompagnée et j'expliquais ça va être une fève de cacao, vous les mangez comme ça, vous trouverez qu'il y a cette texture cassante, croquante, un goût un peu amer, mais pas de soucis, ça va finir à la fin avec les arômes, patience. Mais après, il y avait des gens qui simplement arrivaient à la table et qui prenaient le cacao et les goûtaient et direct une passe de choc. Et c'est justement ça, l'expérience va changer complètement quand c'est une dégustation, comme tu dis, accompagnée ou quand c'est juste piquer. Et quand c'est accompagné, on arrive à faire, ah, j'aime bien les choses, le chocolat noir, ou j'aime bien le chocolat qui est un peu plus sucré, le chocolat au lait. Ça va être une meilleure expérience pour nous, mais surtout pour les clients. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est le bon piège pour les piques-assiettes, comme on dit. Pour les Voilà, tu leur mets tu mets les fèves de cacao à disposition et là, tu peux faire des grimaces à un certain nombre de personnes. Oui. Parce que bon, on a quand même des bonnes fèves, mais c'est vrai que quand tu la goûtes crue et que t'as pas l'habitude. Et quand tu attends quelque chose de plus bonbon, ouais, ça surprend. Ouais. On en a fait une grimace certains, ça c'était rigolo. Et puis, ouais, donc, ok, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour donner un ordre des prix, quand même, pour donner une idée, donc voilà, nous, il y a des événements, un peu type foire ou des choses comme ça, effectivement, où il n'y a pas forcément d'autres chocolatiers. Moi, je suis d'accord avec toi, je trouve ça assez intéressant parce que, justement, on va amener, un produit, on est les seuls à la présenter. Et, donc, le chocolat, en plus, c'est souvent très apprécié. Donc, c'est facile de faire des ventes. Donc ça, c'est intéressant de se positionner aussi sur des événements où on n'est pas forcément attendu comme un salon du chocolat. Et puis en plus, souvent, ça peut être assez accessible au niveau prix. Donc ça vaut le coup d'essayer. Nous, on a essayé beaucoup d'événements pour voir ce qui fonctionnait, ne fonctionnait pas, nous convenait au niveau de aussi des autres produits, quoi. Il faut voir, il y a l'ambiance générale à sonder sur un salon, quoi. Si c'est bien concouré ou pas, si les gens qui y vont, ils sont prêts aussi à mettre ces quantités pour le chocolat. Et comme type de salon, moi je pensais qu'une bonne opportunité pour ce type de chocolaterie, surtout Bintou Bar, c'est très intéressant au marché des producteurs. Quand les gens vont directement chercher des produits avec les bienfaits, niveau éthique, bio, nature. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de chocolatiers qui se présentent là-bas, mais les gens sont prêts à mettre de l'argent pour un bon produit. Ouais. Et après, il va voir les marchés locaux, bien sûr. Et après les salons des chocolats, donc un peu vraiment les salons spécialisés chocolaterie. Souvent nous on est en campagne en Aveyron, et dans les petites villes, c'est souvent des clubs type confiterie. je pensais, tu sais, les clubs qui organisent, c'est souvent un certain type d'associations qui sont des clubs genre Kiwani, Lions Club, Rotary, des choses comme ça pour financer leur association.
Et c'est des petits événements qui sont organisés par des bénévoles, c'est assez convivial. Et là, on est sur des prix, c'est quand même à peu près souvent les mêmes tarifs. On est entre 150 et 500 euros la place selon la taille qu'on a. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a la taille du stand qui compte. Finalement, je Beaucoup. m'en rends compte. Et Ouais. pour la vente aussi. Ouais, tout à fait, parce que au démarrage, on prenait un petit stand parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous et qu'on voulait pas prendre de gros risques. Et là, j'ai fait l'erreur sur la dernière édition de Villefranche de Rouergue. Ok. J'ai pris un très gros, le plus gros stand possible. Et en fait, ça nous a super bien réussi parce que les gens, on était plus visible en fait. Oui. Et c'est pareil à Toulouse, on a fait donc pour un peu donner le contexte au public Ouais. sur Toulouse, c'était notre plus gros salon qu'on ait fait l'année dernière. Et en fait, on a vraiment pris un carré entier d'exposition qui était énorme, et on a coupé en deux le carré. On a fait toute une partie démonstration. Oui. On a amené les machines Bean to Bar, on a fait le chocolat sur place. Et puis après, en fait, ça s'est vraiment bien complété parce que nous, on était deux aux explications avec Mathis. Exactement. Et après, on vous envoyait le monde. Et ça fait une très très bonne organisation parce que justement, entre 5 personnes, bon, 6 personnes, Mm. on faisait la répartition de tous les clients. Alors c'était très bien parce que les gens qui arrivaient directement à acheter, on expliquait, on faisait déguster et après on envoyait à la démonstration. Ouais. Et à l'inverse, alors ça nous permettait de faire une expérience personnalisée à chaque client. Ouais. Et surtout parce que dans la démonstration, c'était avec les microphones, tu pouvais arriver plus loin avec la voix et les gens de loin arrivaient et peut-être à la moitié de l'explication, mais avaient encore l'expérience complète de la démonstration, de la dégustation. Et pour nous à la vente, ça faisait vraiment qu'on avait le temps de faire la vente de chaque personne sans que les gens s'inquiétaient ou étaient en colère, de ah, je veux déjà partir, ça prend trop longtemps. Ça, c'est important parce que si les gens s'ennuient ou commencent à se mettre en colère, ils vont pas acheter non plus. Ça a fait une très, très bonne répartition. Les gens pouvaient marcher partout autour de l'stand. Ouais, ça permet de patienter et de continuer de présenter notre entreprise, notre façon de travailler qui est pas commune. Il y a beaucoup de manière générale, pour tous les bean to bar, il y a vraiment beaucoup d'explications à donner sur un salon, qu'on ait la partie démonstration ou pas. On passe un temps fou à présenter comment on travaille, notre différence avec le chocolat industriel. Et du coup, c'est vraiment très chronophage et beaucoup d'énergie. On se répète, hein, combien de fois on répète le même discours. Moi, ça permet de Et les troisième jours, on pouvait plus tout parler. on tournait au miel toute la journée au gingembre. Oui, c'est ça. Et je vous mets quelques minutes aussi pour parler du stand. C'est super important. C'est super, super important parce que beaucoup de gens vont penser, ah, c'est juste mettre une serviette, comme ça se dit, une mantel. Une nappe. Une nappe et le nom ici, et ça ira. Et après, tu arrives au salon et tu as même pas où tu peux mettre les panneaux. Ouais. Et ça nous arrivait. Ouais. Et justement, tu es déjà là-bas. Ça, c'est la seule façon que tu as pour que les gens te fassent connaître. Ah bon, dans ce moment, on s'est dit, on met du table et on le met comme ça et on met les panneaux comme ça. Mais il faut être prêt un peu pour tout. Et il faut très, très bien penser comment est-ce qu'on va faire que les gens partent ici avec le nom de la chocolaterie dans la tête. Ouais, en fait, ce que ça demande, c'est d'avoir prévu l'organisation du stand de manière intelligente et puis d'être autonome en fait. C'est-à-dire de vraiment avoir le matériel pour soi-même, avoir des pieds pour accrocher sa banderole, etc. Nous, on n'avait pas ça et on arrivait un petit peu mal équipé. En fait, là, on doit réinvestir dans l'équipement de salon pour avoir quelque chose de confortable, de joli et qui présente bien le nom de l'entreprise et nos produits, quoi. Oui. Et après, je trouve que c'est très important, comme tu dis, l'organisation du stand, et même pour la préparation du salon de chocolat, qu'on a eu un très gros stand. C'était pas juste, ah oui, on va remplir quand on arrive. Et on a vraiment fait des dessins, comment on va s'organiser, et ces personnes vont être là, la rotation qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il passe quand quelqu'un voit leur manger? C'est très long. Peut-être que si c'est que 2 personnes qui sont là-bas toute la journée, il faut penser, ah, ok, quand je pars, tu vas être de ce côté, la caisse où ça va être,
et quel produit c'est facile à que les gens essayent de voler Oui. et comment éviter que les gens puissent le faire facilement parce que c'est une réalité aussi. Ouais, ouais. Les gens, beaucoup de fois, vont essayer. Et bon, il faut faire une bonne planification, pas uniquement dans la quantité, mais comment on va les présenter pour que ça fait envie aux gens. Et aussi, organiser les stands et pas avoir peur de courir. Il faut mettre la personnalité de vente. Et parfois, on ne veut pas charger beaucoup de choses avec nous, mais il vaut le coup de charger la décoration. Parce qu'à la fin, la décoration, ça va être aussi un peu notre personnalité. Dans notre cas, je crois que c'est beaucoup de bois, beaucoup. Oui. Mais chaque chocolaterie va avoir leur propre personnalité. Il faut se démarquer. Ah oui, il faut que ça soit dans la continuité de l'image de l'entreprise et de nos codes couleurs. Oui, je peux pas arriver avec une nappe rouge et la prochaine avec bleu et la prochaine n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, faut créer un code couleur, une ambiance en fait qui reflète notre personnalité. Les plats, par exemple, si on a des plats différents partout dans la table, ça va pas faire joli. Peut-être que ça va pas attirer les gens et peut-être que l'année suivante, quand on retourne, les gens vont pas nous reconnaître. Et l'idée est justement créer ces fidélités aussi. Ouais, c'est ça. Effectivement, faut que du premier coup d'œil en fait. Et en ayant, c'est ça, sur ce côté aussi fidélité, c'est-à-dire que il y a que l'année suivante, ils puissent nous voir, nous reconnaître tout de suite. Ah ok, il y a aussi l'emplacement. C'est-à-dire qu'il y a le visuel qui doit ressembler à celui de l'année d'avant, ou du moins créer une continuité. Et puis aussi d'être idéalement dans le même secteur du salon, parce que des fois ça peut être des grands salons. Et si on est déplacé à l'autre bout de la pièce, bah, les gens vraiment ils se souviennent en fait physiquement. Ah, c'est dans ce secteur-là. Ah, j'ai passé cet instant. Et on n'était pas à telle place l'année dernière. Si, c'est nous. Voilà. Enfin, faut replacer les choses et accompagner le client comme ça. Et donc, ça, c'est une discussion à avoir avec les organisateurs des salons pour quand il y a une place qui fonctionne, même si on veut, par exemple, avoir un stand plus grand et on peut plus être au même endroit, bah, qu'ils nous mettent à côté ou pas loin pour pouvoir justement que les gens ils se rendent compte tout de suite sans avoir à faire tout le tour et nous perdre en fait. Quoi. Oui. Et bon, pour après les salons, je trouve que c'est important qu'on parle un peu de comment retenir les clients. Et même si on n'a pas fait toute cette histoire du courrier, c'est super important de que si on a déjà réussi à que les gens retiennent les noms dans la tête, continuer avec les réseaux sociaux. Peut-être on a fait le salon de Tournefoil. Ah, maintenant c'est le salon de Toulouse. Alors les gens qui sont déjà allés très proches, dire avec du temps dans les réseaux sociaux, mais aussi si on connaît les gens et d'une autre façon, continuer à les publier, même dans la page web de l'entreprise, dans les Google Maps parfois. Ouais, c'est vrai, hein, t'as raison. Là, c'est la communication, le travail de communication est énorme. Parce que surtout, par exemple, quand on va dans un salon, dans une ville même qui a, je sais pas moi, 1 heure de route, qui est pas très loin, mais ce qui est suffisamment loin pour que les gens ils viennent pas facilement à notre boutique. Donc, la première question qu'on nous pose à chaque fois, c'est ah ok, ça nous plaît, c'est super. Où est-ce qu'on retrouve vos produits? Et ça, c'est hyper important si on veut vraiment maximiser les efforts. Quand on va dans une ville et qu'on vend nos produits, c'est de peut-être avoir avoir un partenariat avec un revendeur et se dire bah voilà, je peux renvoyer mes clients de la telle ville sur le revendeur qui est dans la ville et comme ça permet de valoriser son revendeur et d'augmenter son chiffre chez le revendeur et faire un partenariat intéressant pour les deux. C'est ça. Et aussi peut-être on n'a pas fait, mais avoir aussi un petit flyer avec la liste de tous les partenariats qu'on a. Ah, vous pouvez nous trouver à Villefranche, dans je sais pas quoi. Ah, j'ai une tante qui est à Villefranche, je vais la visiter. Quand je vais acheter. On ne sait pas, mais ça peut être intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une page qu'on a sur notre site internet, mais on pourrait effectivement l'avoir en version papier et comme ça, quand on rencontre des gens ailleurs et qu'il y a des boutiques pas loin ou même, comme tu dis,
des fois, c'est pas parce qu'ils c'est pas dans leur secteur qu'ils connaissent pas une autre ville où on peut y être. Donc c'est une très bonne idée, ça. Et déjà, quelque chose que j'ai pas dit, ah bon, je vais les mettre dans la fin, parce que moi je voulais aussi qu'on donne un peu de conseils pour les visiteurs des salons, parce qu'on en a parlé surtout dans les côtés des participantes, mais quand tu es un visiteur, tu arrives, tu as 50 stands qui vendent tous les mêmes, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu goûtes. Alors déjà, la première chose que je dirais, ça va être regarder avant d'acheter. Oui. Goûter, ce que tu peux goûter avant d'acheter. Parce qu'on fait beaucoup de fois cette erreur on arrive, premier stand, ils nous racontent une histoire, on achète. Oui. Et après, on continue, on a trouvé un produit qui est mieux, moins cher, et on a déjà dépensé 50 € avec les premières. Alors toujours attendre. Et moi, je recommande en général, je crois que partout dans les podcasts, mais parler avec les gens qui vendent, est-ce qu'ils savent d'où ça vient le cacao, le chocolat, qu'est-ce qu'il contient, pourquoi, qu'est-ce qu'il les démarque. Et après, je crois que ça, c'est surtout pour les amateurs du chocolat, mais chercher les innovations. Pourquoi est-ce que tu vends quelque chose de différent? Qu'est-ce que c'est différent de là-bas? Et les salons pour les chocolatières, c'est une opportunité beaucoup de fois pour présenter de nouveaux produits et de faire les expériences. Ah, je sais pas si ça va marcher, mais on les vend ici. Et que par exemple, je regarde beaucoup dans les réseaux sociaux, dans les derniers salons d'Amsterdam. Comment ça s'appelle? Chocolat. Oui, chocolat. Et qu'ils ont présenté beaucoup de produits au mucilage. Oui. Alors déjà, et regardant autres salons, on commence à voir c'est quoi la tendance et comment est-ce que j'ai pu présenter mon innovation. Alors les clients cherchent les innovations, les chocolatiers sont là pour faire des expériences aussi. Ouais. Et tout à fait, on a eu l'expérience de clients qui avaient fait le plein de pâte à tartiner sur un stand de pâte à tartiner assez connu sur les salons. Oui. Et après, quand on a fait goûter la nôtre, On dit pourquoi. ouais, c'est presque à vouloir aller rendre les pots. Bah, du coup, c'est ça, tout à fait. Je suis d'accord avec toi de faire le tour, même presque avant de goûter, déjà faire juste un tour à pied. Enfin, souvent c'est rare de très gros salons. Il y a quand même, puis on a envie de prendre le temps. C'est bien, je trouve, de faire un premier repérage sans forcément aller voir les gens, et puis et ensuite, ok, ah bah celui-là il m'attire, j'aime bien. Regarder la personnalité, Voilà. ça cadre avec la nôtre. Ouais. Et puis après, au-delà de goûter, effectivement, je te rejoins, c'est vraiment à rentrer dans la discussion, pour comprendre la philosophie de l'artisan, c'est l'occasion vraiment de pouvoir partager un moment en fait avec des professionnels d'un produit, et d'aller comprendre ce qui les anime, comment ils ont conçu la recette, leurs valeurs, enfin, ouais, leur choix des ingrédients. Il y a plein de questions à poser à un chocolatier, et donc c'est vraiment l'occasion d'avoir ce contact-là, quoi. Oui, complètement. Ah, comme conseil aux visiteurs, je voulais dire aussi, si vous avez déjà une chocolaterie et qui vous intéresse, demandez directement à la chocolaterie. Peut-être qu'ils ont des tickets pour que vous pouvez rentrer gratuitement. Oui, c'est vrai qu'en général, quand en exposant, on a des places qu'on peut offrir à nos clients. Alors c'est pas tous les salons, mais ça arrive. Oui. Surtout les gros salons. Et donc c'est complètement l'occasion de. C'est vrai que ça nous est arrivé de. Alors non pas à moi, mais à des collègues qu'on leur demande, des gens en fait les contactent. Vous avez des places à nous donner pour le salon? Il y a des gens qui sont spécialisés pour aller chercher des places. Mais c'est vrai que c'est une façon de rentrer tout à fait, parce que c'est vrai que souvent c'est payant. Oui. Et ça permet d'économiser ça et pouvoir, moi, ce que je dis. Dépenser dans les chocolats. Tout à fait, exactement. Ce que je dis, moi, enfin, distribuer les places, c'est vraiment aussi l'idée de donner aux gens les moyens de pouvoir avoir plus de sous à dépenser chez les artisans. Donc, c'est super. Ouais. Surtout quand c'est une famille. Alors déjà, ça commence à additionner. C'est mieux de dépenser à l'intérieur du salon. Et par exemple, un des derniers salons qu'on a fait ensemble, c'était à Tournefeuille, à côté de Toulouse. Et moi, j'étais assez bluffé par justement, parce que comme nous, on a vraiment beaucoup de choses à raconter. Parce que notre stand, alors il est bon, on a un côté un peu toile de jute, craft, bois. Acoustique. Voilà, c'est ça, des matériaux naturels. Donc c'est assez, enfin c'est doux pour les yeux, c'est pas agressif. Et bon, au-delà de ça, c'est pas forcément plus beau qu'un autre, mais j'ai eu quand même le sentiment qu'on a beaucoup attiré les gens.
Oui. Comment Et ça se fait ça? bon, et j'ai parlé après le salon de Tournefol, justement, et avec un visiteur qui m'a dit, quand j'ai arrivé, j'ai fait les tours à vente et ça m'intéressait déjà vos stands parce qu'il y avait beaucoup de gens et je comprenais pas pourquoi. Alors, je suis allée des autres stands et je me racontais, par exemple, que dans la plupart des chocolateries, il avait beaucoup de formalités et beaucoup d'élégance. Et je me racontais qu'avec vous, c'était beaucoup plus amiable. Alors, je crois, ça c'est très personnel à moi, mais qu'en France, on a ce côté de chocolat, c'est luxe, c'est élégance. Et ça fait à beaucoup de chocolatières mettre une façade de vente, de sérieuxté, assez froid. Et je trouve que le fait qu'on était beaucoup plus amiable et pas très formel, ça a fait que les gens, justement, pouvaient demander des choses bêtes. Et c'était justement les questions qu'on voulait être demandées. Et ça fait implanter ces conversations et ça attire la curiosité des autres. Alors, je trouve que il faut justement mettre ces faces amiables. Parce que si on veut faire peur, on va faire peur. Et c'est pas faire peur d'une façon consciente, mais justement, je crois que beaucoup de fois, on est très nerveuse et tout doit être parfait, super élégante et qu'on met la tête à tout doit être parfaitement beau et propre et pas un seul chocolat qui sort de là-bas. Quand la réalité, c'est qu'il faut mettre tout notre focus à comment faire sentir les clients tranquilles et dans un endroit oui, de sécurité, où il se peut dire n'importe quoi, ouais, il se peut dire n'importe quoi, et on est là pour répondre à ces questions. Ouais, c'est ça, hein, tout à fait. C'est vrai qu'on, moi, je me mets toujours dans un mode, c'est vraiment un mode psychologique en fait, dans lequel je rentre sur une vente à l'extérieur, un marché ou un salon. C'est vraiment d'être ouvert aux gens en fait, d'aller les écouter, voir quels sont leurs besoins, leurs questions et d'y répondre au mieux et de Ça, donner. sortir de stand. Oui, C'est pas de venir toujours à côté. avec parce que c'est une barrière justement. Et le fait de sortir, et c'est pas grave si, je sais pas, parfois ça arrive que les gens, je vous pas toucher vos emballages. Non, c'est pas grave, regarde, c'est fait pour ça, tourne, lis. Déjà, c'est convivialité, et je trouve que ça aide beaucoup. Et, oui. Bon. Ouais, c'est bon tour. Juste une dernière chose que je voulais dire sur les salons pour arriver à la dégustation, et que c'est un très bon moment aussi pour connaître les autres chocolatières, parce que beaucoup de fois on peut grandir des expériences, comment ça a été pour toi les salons, comment c'était pour moi, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Déjà, même c'est vrai que c'est la concurrence, mais beaucoup de fois c'est même pas une concurrence directe. Et il peut exister ces convivialités d'échanger, se comparer, goûter. C'est le moment pour nous aussi de goûter qu'est-ce que les autres font, avoir l'expérience du visiteur. Il faut pas avoir peur ou il faut pas avoir, je sais pas si dire la colère, l'envie et de qu'est-ce qu'il fait. La méfiance. Il faut justement se mettre dans les pieds des visiteurs. Moi, comme chocolatière, j'ai fait les tours, mais aussi je goûte et je parle avec les autres chocolatières, j'écoute parce que justement on espère ça du client. Alors se mettre dans les chaussures du client. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis, ouais, c'est vraiment l'occasion de se faire du lien avec les autres artisans, et de faire des belles rencontres, goûter des beaux produits. Parce que en plus, si on va, nous, on fait des marchés, souvent le marché des salons du chocolat ou de la gastronomie, ben, il y a plein d'autres produits. Même dans les salons du chocolat, des fois, il y a des vignerons, il y a des gens qui font du fromage, des épices, des choses comme ça. Et c'est l'occasion de goûter plein de choses et de créer des nouvelles synergies, de se mettre en lien et de partager tout ça. Donc c'est avant tout des moments hyper conviviaux et c'est dommage de le voir juste d'un aspect de vente et de marque de concurrence, alors que on peut aller au-delà de tout ça. Voilà. Et je suis tout à fait justement de là, et voilà, c'est ça. Et je t'ai pas raconté parce qu'en fait j'ai fait un salon un peu tout seul. À Pâques, le week-end de Pâques, et donc j'ai rencontré, en fait, j'ai été invité pour faire un salon éthique du chocolat. Donc c'était un peu comme un petit du chocolat. Ouais, c'était comme un petit salon bean to bar en fait quoi. Ok. Je voulais t'en parler mais j'avais
c'était pas au niveau logistique, je pouvais pas te Oui. proposer de venir, c'était trop compliqué. Et donc je l'ai fait de mon côté. Uh-huh. Mais par contre, c'est l'occasion pour moi de te raconter en quelques mots. Et donc en fait, on était 8 chocolatiers, Ok. mais très axés éthique vis-à-vis des producteurs. Et donc c'est des petits chocolatiers aussi comme nous et avec des vraiment des origines. Certains étaient producteurs en fait, producteurs Mhm. transformateurs. Donc c'est hyper intéressant. Et j'avais notamment une association qui était invitée qui s'appelle l'ADE. Ok. Et en fait, ils font un travail d'accompagnement des producteurs, notamment au Togo, où ils les forment à la qualité, et aussi à l'agroforesterie pour être autonome, se passer des Oui, c'est produits ça. phytosanitaires, etc. Et ils développent la filière cacao éthique et de qualité là-bas. Et donc j'ai rencontré l'équipe de l'association. Et on a donc en fait je leur ai acheté des fèves. Elle avait amené des fèves de cacao. Désolé, j'ai oublié Mhm. son prénom, elle me pardonnera. Elle m'a apporté des fèves enfin elle a amené des fèves de cacao que je lui ai acheté. Donc j'ai fait ce Noir 77 Togo. Ok. Voilà. Et donc si ça dit de le goûter. Oui. Ok. Alors, c'est du chocolat fait par toi avec des fèves que tu as achetées sur le salon. Voilà. Et qui est en fait donc qui est l'association ADE, en soutenant les producteurs, leur but c'est aussi de les aider dans la commercialisation. Mhm. Donc elle a acheté des fèves aux producteurs et ensuite elle les a retriées et puis elle me les a vendues. Voilà. Ok. Et donc là je fais un peu une recette test pour voir s'il nous plaît et Merci voir si on beaucoup. travaillerait avec eux dans le long terme en fait. Voilà. Mhm. Et donc j'ai commencé à le faire goûter un petit peu là parce on l'a fini cette semaine. Déjà, ça croustille bien. Ça sent même à la distance. Je trouve qu'il y a un goût très très fort depuis que ça rentre en bouche. Et ça me rappelle beaucoup à la fraise. Je La sais pas fraise. si tu as Ah une ouais? sensation de fruits rouges, mais moi, oui, je pense D'accord. direct aux fraises. Oui, cette acidité, mais souple. Et après, le côté sucré. Je pense qu'au niveau variété, il doit y avoir du Forestaro dedans. Mhm. C'est très très foncé aussi en couleur. Et, euh, et comment dire, je trouve complexe quand même. Mhm. Il y a, il y a un premier goût qui est assez puissant qui arrive, comme tu dis, en Mhm. première bouche. Et puis après, ça évolue avec des notes un peu plus subtiles, épicées. Et Après, le la côté fin, fruit, je ouais. dirais même un petit peu, je sais pas si dire cannelle. Je sais Mm. pas si c'est parce que j'ai petit déjeuner avec un peu de cannelle, alors j'ai encore des restes. Mais oui, rien à voir avec les commandes, mais c'est très long en bouche quand même. Ouais. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Mhm. Et je trouve qu'il est très différent parce qu'en ce moment, on travaille beaucoup de cacao d'Amérique du Sud et Amérique Mhm. centrale. Et là, on est sur un profil gustatif qui a rien à voir. Et je trouve ça intéressant d'aller justement proposer aux clients quelque chose de décalé Mhm. en continent et aussi en saveur du coup. Oui, 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 c'est très intéressant. Voilà, donc je vais recontacter l'association pour voir comment on peut s'organiser pour faire venir de ce cacao-là, qui du coup est très éthique puisque c'est vraiment dédié vraiment pour les producteurs et quasiment tout l'argent leur reviendrait dans ce type d'achat Ok. quoi. Après on a discuté déjà un petit peu en amont pour imaginer la suite et le problème, le point noir, c'est la logistique en fait. C'est que autant l'Amérique du Sud et centrale, c'est assez facile de trouver des bateaux, des prix relativement corrects, quoique ça dépend. Mais Mhm. voilà, il y a quand même quelque chose de bien mis en place. Et l'Afrique de l'Ouest, en discutant justement avec plusieurs producteurs sur le salon, à chaque fois, ce qui fait vraiment monter le prix de la fève, pour eux, c'est le transport, quoi. Oui, Parce qu'il y a pas, ils ont pas le volume, oui. l'accessibilité au port est pas évidente dans chaque pays. Enfin, il y a de gros enjeux sur le transport pour là-bas, quoi. Ok, Voilà. oui, je vois.
C'est dommage que c'est la logistique qui coûte. le Ouais, plus. ouais, c'est exactement, c'est triste, quoi. Ouais. Ouais. On va y arriver, on va trouver des solutions, hein. Ah. Et Et toi, donc, qu'est-ce de que goûter, c'est c'est quelques chocolats que j'ai ramenés de Mexique Ok, et que j'ai trouvé intéressant à ramener aujourd'hui parce qu'ils sont, moi je trouve un peu comme des innovations. ok. Ils sont tous tablettes avec quelque chose rajouté. Mais bon, moi j'aimerais que tu goûtes celui surtout sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. D'accord, ok. Ah, un Déjà, petit blind test. déjà, je vais te dire les noms de la tablette parce que je crois que tu vas pas connaître. Bon, je sais pas, je vais pas risquer, après je vais les dire. Et bon, Alors, très clair déjà. très clair. On est dans une tablette 70% cacao. Voilà. Mais donc c'est une variété de cacao qui est particulièrement claire, donc une blanche, quoi. Oui, c'est cacao mexicain et des systèmes agroforestiers de Chiapas et Tabasco. Et on est, c'est ça sent bon, hein. Mais il y a deux choses dedans, bon, trois choses qui changent un peu le goût, même avec un 70%, c'est assez haut. Ce chocolat, c'est d'une chocolaterie qui s'appelle Sige Cacao, qui se trouve à Comalcalco, Tabasco. Et vous pouvez justement les trouver dans les festivals de chocolat de Tabasco. Et moi, j'ai trouvé déjà très intéressant parce qu'ils font les emballages avec beaucoup d'art local, beaucoup de symboles très, très locaux. Et celui, c'est un chocolat avec horchata. Ouais, c'est ça, je connais pas. C'est une plante, je pense. Non? Non, c'est pas une plante. C'est C'est très difficile, c'est très c'est difficile. très doux, extrêmement doux. Mm. Mais c'est dingue, on dirait du chocolat au lait, hein. Mhm, mhm. Il y a du lait dedans. Ah, c'est un 70, mais avec du lait, hein. Mhm. Parce qu'il paraît hyper sucré, enfin pas hyper sucré, justement, il y a ce Oui, côté oui, très doux. Justement, on n'a pas besoin de sucre, plus de sucre, enfin ça manque pas du tout. C'est gourmand, c'est très gourmand. très gourmand, et pourtant c'est du 70 avec du lait dedans, donc je me dis, c'est dingue, quoi. Et c'est quelque chose qui n'est pas très courant pour les étrangères et je Ça, trouve, mais c'est comme du parfum. Enfin, tu vois, il y a un côté vraiment, ça embaume. On pourrait sentir un parfum qui a cette odeur-là, quoi. mhm. Est-ce que ça te fait penser à un dessert spécifique? Peut-être la fève de tonka, il y a des petites notes un peu fève de tonka dans l'esprit, mais Non, mais tu commences à penser déjà un peu l'épicé. ouais, ouais, c'est ça. Alors, la horchata, c'est une boisson qu'on boit très, très couramment à Mexique tout le temps pour se rafraîchir. D'accord? Mais c'est à la base du lait, du riz et du cannelle. D'accord. Alors, c'est un cacao qui va ressembler un petit peu au milk rice riz au lait. Ouais, mais c'est exactement, ça m'a fait penser au riz au lait. Ouais, J'ai maintenant que tu dis, mais dingue, j'avais bah riz au lait au chocolat au lait, quoi, un peu. Tu vois, vraiment t'es là-dedans. Ah ouais, exactement. ouais, c'est clair. Mm. Bon, je l'ai trouvé super intéressante Ouais, comme donc innovation. l'innovation, ça va être de remplacer le lait de vache par un lait de riz. Non, 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 c'est c'est quoi? lui, c'est le lait de vache, Ok. du riz Ah ok, il y a les deux. et du cannelle. D'accord. À la Il y a cannelle, les deux. ouais, j'ai pas senti vraiment. Si tu veux goûter encore, à la fin, Voilà. c'est ça qui reste. Bon, moi, c'est ça qui je respire un peu, je le sens très, très donné. Ah ouais, c'est franchement, il est bien équilibré. Je pense que Super travaillé. ouais, dans la subtilité quand même sur la cannelle, Mm. c'est bien vu. Moi, je vous dire aussi que j'ai trouvé les emballages très, très jolis. Mais en plus, ils mettent une petite image pour que tu puisses la garder avec des informations Hmm. de qu'est-ce que tu vois dans l'image. J'ai trouvé très bien comme euh, stratégie commerciale. Et toi, quand tu
tu l'as goûté, du coup, tu as tout de suite identifié la Je boisson. savais déjà que j'attendais ça. Alors déjà, quand je l'ai vu, je me dis, mais c'est pas possible, et avec du riz, qu'est-ce que ça va donner? Mais c'est une boisson que j'adore. Alors oui, je le sens, et pour moi, c'est très gourmande parce que c'est vraiment comme, ouais, Ouais, franchement, c'est le délicieux. type de choses pour les cœurs, comment ça se dit? C'est la nourriture pour les cœurs. Ouais, c'est réconfort émotionnel. Exactement, ouais, c'est ça. Mais j'aurais pas deviné, je crois pas. Et après, il y a ces tablettes aussi de Tabasco, de Leveles. C'est une chocolatière qui s'appelle Silvia Guedes qui fait ce type de tablettes. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'elle travaille avec du fruit lyophilisé. Ah oui, oui. Mais elle les travaille en poudre et elle mélange avec les cacao et elle doit équilibrer pour la texture avec du beurre de cacao. D'accord, oui. Alors, Ça épaissit beaucoup la recette. ça épaissit beaucoup la recette. Elle doit travailler avec plus de beurre de cacao, mais ça peut dissoudre un peu le goût du cacao. Alors, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler pour équilibrer. Et avec elle, je trouve que les tablettes sont super jolies. C'est très, très brillantes. Ouais. C'est parfait partout, même si je l'achetais quand on était à 30 et quelques degrés. Ouais, je suis quand même surpris de manière générale sur la bonne tenue des tablettes que tu as ramenées du Mexique. Oui. Elles sont vraiment bien cristallisées et puis elles ont bien supporté le voyage. Et long voyage, alors ils ont été plusieurs jours dans des endroits où il faisait très, très, très chaud. Alors, je savais pas quoi attendre et j'étais super contente. Sur le moule, là, elle a fait un effet, c'est un moule qu'elle a fait personnalisé, ça. Oui, exactement. Et t'as vu, elle a fait un effet un peu granuleux. Exactement. J'aime bien cette Et texture. que ça brille encore avec cette texture, j'adore. Ouais. Ouais, aussi quelque chose que j'aime bien de ça qu'elle fait, c'est que dans les emballages, elle donne beaucoup plus d'informations sur ça qu'elle fait, mais aussi sur, comment ça se dit, elle renforce la marque avec l'information de pourquoi elle a choisi ce logo. Alors, c'est vraiment sur la pointe. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Il est super bien équilibré. Mm. Il y a le fruit, le cacao. Est-ce que tu identifies les fruits? Celui, c'est la plus discrète de ce qu'elle fait. Il y a de la mangue. Oui, c'est de la mangue. Et j'adore que tu vois quelque chose complètement noir et après tu as ces jus des arômes et des goûts. 85%? Non, celui c'est un 58%. Ah oui, pardon, j'avais appelé, je voyais à l'envers tout à l'heure. Ouais. 58%. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors le sucre ajouté sur 100 grammes, on est à 36%. Après, c'est vrai que s'il y a les fruits qui rentrent dedans, ça ajoute beaucoup de sucre. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Bah ouais, c'est très très bon. Moi, j'adore parce que j'ai déjà goûté des chocolats aux fruits lyophilisés et c'était un peu bourrin. Je sais pas comment tu vois. Oui, super acide. Voilà, t'as le fruit à fond ou alors les chocolats. Je sais pas, c'est pas un équilibre subtil. Et là, on a Équilibre. ouais, cette douceur de. Ah ouais, puis en plus, et à côté, le fruit arrive pas tout le temps, tu sais, hop, ça arrive comme ça, comme si on tombait sur des petits cristaux de Oui. mangue qui restent, et puis après, il y a le chocolat qui revient, ainsi de suite. Ça rajoute à l'évolution du cacao. Et parce que justement, ça serait dommage si on utilise un super bon cacao d'origine, etc., pour le faire cacher avec beaucoup d'acide. Après, on ferait le même avec un mauvais cacao, ça marcherait pas aussi bien du tout. Non, Hein. C'est un non. important, c'est pas Oui. camouflé non plus. Et parce que justement, toi, chocolat, après les fruits, après chocolat encore, ça participe beaucoup dans cette évolution. Et bon, finalement, on a une barre qui est fait avec une graine qui s'appelle Pepita de Yucatán. Et moi, je trouve que c'est un peu similaire aux graines de tournesol. D'accord. Mais bon, c'est vraiment un plant qu'on trouve que dans cet endroit, Yucatán. D'accord. Ça va être un 68%.
et j'ai oublié de le tourner, Ouais. mais del cacao, el cuna del cacao del grano a la barra. Ouais. Du coup, là, elle est plus fine d'épaisseur. Et c'est marrant, les petits grains, là, c'est un côté vert un peu. Et puis, ils ont mis dedans aussi. Il y en a dessus et dedans. Ah oui, c'est vrai. Et il me semble qu'il avait du sel, mais je vais goûter avant de dire. C'est du sel, hein. De la fleur de sel. C'est vrai que ça fait vraiment penser au tournesol. Peut-être plus fin quand même. Pas au tournesol, j'ai confondu, je voulais dire, c'est pas au corche, comment ça se dit? Oui, Pumpkin, graines de calabaza. Graines de courge. Ouais, graines de courge, t'as raison, c'est ça. Graines de C'est ça, je disais plus fin que le tournesol parce que la courge a cette petite Et pour les utilité. couleurs aussi. Ça, du coup, au niveau nutrition, c'est génial parce que on va amener beaucoup de graines. Ça va amener De fibres aussi. et voilà, c'est ça, des fibres, d'autres graisses naturelles qui sont bonnes pour la santé. Et donc ça peut être très nutritif. Tout à fait, il y a un chocolatier, je en parlerai peut-être une autre fois, hein, qui fait avec des graines de lin. Et ça lui a permis d'avoir des très bonnes résultats d'analyse au niveau santé, parce qu'en fait, il faisait un chocolat 80%. Et après, il a ajouté beaucoup de graines de lin broyées dans le chocolat, et donc ça donne ça baisse le sucre, le taux de sucre général, ça amène voilà d'autres nutriments et finalement Et ça va donner texture aussi. Et oui. J'avais pas pensé, mais les faire au chia, ça peut être super intéressant. Ouais, à essayer. Franchement, à essayer, à voir la texture que ça peut donner aussi. La graine de chia, il y a plein d'expériences encore à mener. Je pense qu'on est encore loin d'avoir tout découvert, quoi. Sûrement. Bon, il y a aucune fausse note. Moi, j'ai pris plaisir avec les 4 tablettes. Merci pour ces belles découvertes. Non, merci à toi. Merci beaucoup pour l'épisode. C'était super intéressant. Ouais. Et bon, on se retrouve bientôt pour. On essaiera de trouver un décor sympa. Moi, j'aime bien l'idée d'être dehors. Et ça serait bien de faire un épisode au château aussi, quelque chose à voir. Mais bon, déjà, je passe à dire toute l'information sur comment nous retrouver. Oui. Et vous pouvez nous retrouver à YouTube, Amazon Music, Deezer, Spotify, et comme Radio Bintubar. Et encore, moi je m'appelle Sophie Ornelas et vous pouvez me retrouver en Instagram comme @SophieORN. Et si vous voulez aussi nous soutenir économiquement, vous pouvez visiter notre site internet de la chocolaterie du Nouveau Monde. Et le site d'Instagram aussi. Et Instagram évidemment, et Facebook, etc. Et donc voilà, on a... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci à vous pour votre... et si jamais vous voulez nous envoyer un mail et directement pour le podcast, soit si vous voulez participer ou faire des questions, c'est radiobintubar@gmail.com. Ouais. Et aussi, je lance toujours l'appel aux collègues chocolatiers et chocolatières. Si vous voulez nous envoyer des tablettes à déguster, à présenter sur un épisode, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous inviter à une chocolaterie aussi, c'est une expérience. Voilà, génial. Ouais, c'est ça, tout à fait. On a un bel épisode. Alors, je sais pas comment ça va se configurer au niveau des sorties, mais très très bel épisode, Bastien. On a fait une rencontre de dingue. On a parlé 2-3 heures, je crois, sans s'arrêter. Donc on vous partage tout ça et je pense qu'on va faire d'autres visites de chocolaterie aussi. C'est pas mal d'aller faire des rencontres. Voilà. Et bon, à la prochaine et merci beaucoup. Salut.